bâtirons dans le bonheur. Fiers citoyens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera de l'espérance promise à l'humanité, d'enfants unis dans la joie nouvelle, la patrie de la reine fraternité, la patrie de la reine fraternité, la patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe, bonjour à toutes les Mao, bonjour à tous les Chao. Merci de nous faire confiance. Vous êtes en ce 23 décembre 2025 sur la plateforme Éclaireur. Merci de nous faire confiance et merci d'être des nôtres. Aujourd'hui, nous aurons 4 sujets. Le 4e sujet est un texte de notre père Alexis Diette. Est-ce que en démocratie, c'est une vertu? Est-ce que c'est une qualité que de toujours être habité par le syndrome de la dictature, de l'autocratie, en sabotant les élections? On va vous démontrer cela et vous expliquer pourquoi de tels partis ne doivent pas exister et de tels partis sont des ennemis de la démocratie. En 3e texte, nous allons parler de certains individus qui s'estiment opposants, et c'est à travers un texte de M. Diomandé Adama, qui est le président des associations pour la défense de la démocratie et des libertés. Certaines personnes s'estiment être des opposantes et elles pensent que cela suffit pour saboter tout ce que le gouvernement fait, pour ne même plus voir la réalité. Et donc, M. Adama va répondre à M. le docteur Sylvain Nguessan dans ce texte que nous allons lire et vous comprendrez de quoi il est question. Le 2e texte est un texte de notre père Martial Koulibaly, citoyen libre et alassaniste. Et ici, il nous explique que être soi-disant candidat indépendant RHDP, c'est trahir le combat du président Alassane Ouattara. Et à travers des explications, vous allez comprendre de quoi il est question. Le premier texte est tiré de Média Afrique. Ici, on va vous parler beaucoup du Niger et comment il y a une série de malheurs qui s'alignent sur ce pays-là depuis qu'il a choisi d'être un pays qui veut évoluer en dehors du droit international. Mais comme vous le savez, avant de débuter, à nos habitudes, nous aimons donner les preuves de ce que nous disons. Tous ceux qui se souviennent, hier, je vous avais dit que la femme de Kémy Séba avait été arrêtée. En tout cas, il y a plusieurs femmes, mais en tout cas, l'une d'elles avait été arrêtée. Et donc, il est venu confirmer, et je préfère mettre sa voix pour que vous écoutiez ici. Descendante, internationale, que le gouvernement néocolonial, tyrannique, que le gouvernement néocolonial, comme je le disais, tyrannique, prédateur économique, dirigé par le président Patrice Talon, vient de franchir les limites de l'infamie en faisant kidnapper de manière brutale une mère de famille qui se trouve être mon ex-compagne, Ogunro Benziki, connu sous le nom de Natou Pedrosa Kombi. Ils ont fait kidnapper cette dernière parce qu'ils pensaient à tort qu'elle avait des informations sur où je me trouvais. Ils ont fait kidnapper cette dernière alors que cette dernière ne fait pas de politique. A toujours été apolitique. Son travail est de valoriser le rôle de la femme africaine et l'histoire africaine. Elle ne s'est jamais prononcée sur le régime Patrice Talon. Jamais. Elle est toujours restée en dehors de tout cadre politique. C'est une mère de famille aimante, extraordinaire.
et qui avait l'occasion, si elle estimait qu'elle se sentait justement liée à quelconque affaire politique nous concernant, elle avait l'occasion de ne pas rentrer au Bénin puisqu'elle était, des informations que j'ai, en tournée de promotion de son livre au Cameroun. Après le Cameroun, elle est rentrée en Belgique, si je ne m'abuse, voir son père. Eu égard aux informations de sa famille. Et donc là, vous avez entendu la voix de Kémy Séba et vous avez pu voir la vidéo que j'ai postée depuis hier pour confirmer ce que nous disions quelques heures avant. Et ce qui est intéressant là, c'est que vous constatez que dans la vidéo, Kémy Séba, il commence à paniquer. Parce que plus les enquêtes vont et plus les enquêtes découvrent les personnes qui sont proches de lui, il commence à paniquer. Et déjà, vous voyez au début de la vidéo, quand vous regardez sa tête de poisson, avec le visage qu'il donne, vous sentez déjà la peur. Mais pour un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui doit se sacrifier. Et ce n'est pas ce qui doit l'effrayer. Et là encore, dans cette interview rapide de 1 minute 30 secondes, il aligne tout un tas de mensonges. Il dit comme ça que les forces impérialistes et prédatrices néocoloniales ont mis aux arrêts son ancienne femme ou même sa femme, et qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus grave que cela. Il appelle cela même une infamie. C'est très intéressant. Lui, il peut se plaindre que sa compagne a été arrêtée. Mais lui, Kémy Séba, a fait tuer la femme de certains généraux au Bénin. Le 7 décembre 2025, là. Là où lui se plaint que lui, sa compagne a été arrêtée, là. Lui, il a fait tuer la femme de quelqu'un. Il a fait tuer des Béninois. Est-ce que l'arrestation de cette femme-là est plus grave que le meurtre de ces personnes? Voilà la question que nous nous posons. Et donc, vous voyez combien de fois ces personnes sont d'un esprit assez sale. Et ces personnes sont à la recherche de leurs intérêts. Le deuxième mensonge qu'il fait ici, c'est de vous faire croire qu'eux sont dans un combat et que eux, ils seraient comme s'ils étaient dans une mission et qu'ils étaient canalisés par le bon Dieu lui-même. Mais ce n'est que du mensonge. Et donc, chers parents, ne vous fiez pas à ces personnes parce que, comme je le disais, c'est des gens qui sont à la recherche de leurs intérêts et qui sont prêts à tout, à déstabiliser les pays. Et chaque fois qu'il découvre, il a aussi menti que c'est une manière de chercher peut-être à travers l'arrestation de cette femme-là pour savoir où elle se trouve. Mais tout le monde sait où tu te trouves, Kémy Séba. Tu n'es pas caché. Mais Tigri même, qui est le chef des opérations sur le terrain, on sait où il est. Jusqu'à la villa que l'État du Niger lui a donné là. Même le quartier où il vit, le numéro de la villa, on connaît. Donc ce n'est pas toi qui vadrouille entre les rues de Ouagadougou et de Bamako et puis de Niger là. Toi, tu n'es rien. Donc on sait où tu es. Donc ne te donne pas un rôle comme si tu étais caché par le bon Dieu lui-même. On sait où tu es. Donc ce n'est pas le lieu de paniquer. Parce que pour un révolutionnaire que tu voudrais être, avec l'air qu'on a vu hier, et on sent que tu paniques. Et je ne crois pas que ça va arranger tes camarades qui croient en toi, parce qu'on voit déjà la peur qui se rapproche de toi. Et tu sens déjà que tes intérêts sont menacés. Mais je crois que tu es en train d'aller vers ta propre fin. Ça, c'était la première chose qu'il fallait dire aux uns aux autres. Et aussi, vous vous souvenez, souvent j'ai l'habitude de vous jouer une vidéo de Laurent Gbagbo, où il dit comme ça que bientôt, il va aller mettre sur son nom Laurent Gbagbo, il va faire tirer Koudou. Ça, c'était en 1990. À cette époque-là, si nous acceptons que Laurent Gbagbo est né en 1945, il avait donc 45 ans en 1990. Là, il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose bizarre qui s'est produite. Lorsque Madame Chantal Camara Namaba était en train de lire le verdict pour valider les candidatures, ceux qui devraient être candidats aux élections présidentielles, j'ai toujours insisté. Madame Chantal Namaba Camara dit que les documents qui ont été déposés, quand elle lisait là, elle dit, le document que Laurent Gbagbo et son groupe ont déposé là, Laurent Gbagbo est né le 1er janvier 1945. Je préfère jouer ça ici pour que vous écoutiez. Sur la déclaration de candidature de M. Gbagbo Laurent, considérant que M. Gbagbo Laurent, né le 1er janvier 1945 à Babri Gagnoa, historien, investi par le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, a déposé sa déclaration de candidature
à la commission électorale indépendante le 25 août 2025. Donc, le 25 août 2025, les papiers que Laurent Gbagbo est allé déposer, quand elle a lu là, elle dit sur ce document-là, Laurent Gbagbo est né le 1er janvier 1945. Or, souvenez-vous, le même Laurent Gbagbo, la première fois qu'il est parti à la CPI, sa première comparution à la CPI, quand les gens lui ont demandé de se présenter, Laurent Gbagbo nous dit que lui il est né le 31 mai 1945. Écoutez cette vidéo. Maintenant, je voudrais m'adresser à M. Gbagbo et lui demander de bien vouloir se présenter. Je vous prie, monsieur, de vous lever et je vous invite à nous dire quel est votre nom, ainsi que vos dates et lieux de naissance et votre profession actuelle. Et allumez votre microphone, s'il vous plaît. Le microphone. Bonjour Madame la Présidente, je vous remercie de me donner la parole. Je m'appelle Laurent Gbagbo. Je vois ici Laurent Koudou Gbagbo. Koudou c'est aussi mon nom, mais officiellement sur le papier c'est Laurent Gbagbo. Voilà. Mais Koudou c'est aussi mon nom, hein, donc l'affaire indique bien qu'il s'agit de moi. Je vous remercie. Et il nous faut aussi connaître votre date et lieu de naissance ainsi que votre Je suis profession, monsieur. le 31 mai 1945 à Gagnoa, à la République du Côte d'Ivoire. Gagnoa, G-A-G-N-O-A, la République du Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et bien sûr, je constate que vous parlez le français, vous le comprenez parfaitement. Oui, je ne parle que français, C'est votre langue maternelle. malheureusement. C'est votre langue maternelle, je veux dire. Oui. Ok, merci beaucoup, monsieur. Vous pouvez vous asseoir. Et donc, dans cette interview, Laurent Gbagbo a menti 3 fois. D'abord, vous avez entendu, il dit que lui, sa langue maternelle, c'est le français. C'est faux. Sa langue maternelle, c'est le BT. Mais Laurent Gbagbo ment devant le monde entier. Parce que la langue officielle de la Côte d'Ivoire, c'est le français. Mais chaque Ivoirien a une langue maternelle. Ce sont nos langues locales. Mais Laurent Gbagbo a menti que lui, sa langue maternelle, c'est le français. Ça fait 1. Dans la vidéo que vous avez entendue, il dit que lui, il est né le 31 mai 1945. Or, dans la première vidéo que la dame a joué, et que vous avez entendu, les documents qu'il a déposés, il est né le 1er janvier 1945. Le troisième mensonge qu'il fait lorsqu'il va à la CPI, quand on lui dit de se présenter, il se présente et il dit sur le papier qu'ils ont déposé à la CPI, il dit c'est moi, mais mon nom de famille là, c'est écrit Laurent Koudou Gbagbo. Il dit mais officiellement, en 2011 vous êtes en train de me juger là. Il dit officiellement, ça veut dire devant la loi là. Mon nom là, Koudou là, ça fait pas partie de mon nom. Et donc ça veut dire quoi? Alors que en 1990, Laurent Gbagbo avait dit que lui, il allait ajouter Laurent Gbagbo-Koudou. Donc ça veut dire que de 1990 jusqu'en 2011, Laurent Gbagbo n'a pas ajouté officiellement le nom Koudou sur son papier. Mais pour tromper les gens et les Ivoiriens, et quand il se retrouve devant les médias, il ajoute ça dessus. Et donc, quel est le problème avec le nom Koudou dans la vie de Laurent Gbagbo? Ça pose un véritable problème. Parce que, écoutez, voici ce qu'il disait à l'âge de 45 ans, exactement en 1990. Voici ce qu'il disait.
Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, mon nom c'est Babou, oui, mon prénom c'est Laurent. Ma soeur qui est là, mon épouse, mes enfants et moi-même, nous sommes d'ailleurs en train de faire des démarches. Nous allons saisir la justice pour faire un nom composé avec un tiré Babou, trait, Koudou, ce qui est plus représentatif de la famille. Mais tant que ce n'est pas fait, je suis Babou, prénommé Laurent. Ok. Et donc ça, c'était en 1990. Jusqu'à ce qu'on arrive en 2011 et que Laurent Gbagbo se retrouve devant les tribunaux internationaux. Laurent Gbagbo dit qu'officiellement, lui, son nom, c'est Laurent Gbagbo. Mais qui reconnaît Koudoula? Mais que officiellement, ça veut dire devant la loi, là, Koudoula n'est pas encore sur son nom. De 1990 jusqu'en 2011. Donc, la question que nous posons ici, Laurent Gbagbo là-haut, lui, il a quel problème avec le nom si le vieux Paul Koudou Zepé est son père là? Lui, il a quel problème avec le nom de famille là? Pourquoi il ne veut pas ajouter le nom de famille là sur ce document officiel? En réalité, on peut trouver la réponse, même si Laurent Gbagbo et les partisans de Laurent Gbagbo n'en sont pas fiers, on peut trouver la réponse ici à travers les propos de ce Malien qui nous explique ce que Laurent Gbagbo a toujours eu honte d'assumer devant ses partisans et ce que Laurent Gbagbo ne voudrait pas que les uns et les autres sachent. Laurent Gbagbo, il s'appelle Issoufou Silla, dit Laurent Gbagbo. Son père, Yokouba Silla, il était un milliardaire malien. Ok? Mais pourquoi vous ne dites pas la vérité? Pourquoi? Demandez les Maliens, tous les Maliens, ici que Laurent Gbagbo c'est un Malien. C'est pour ça que les Maliens aiment ce monsieur-là. Pourquoi? Vous ne pouvez pas aimer Laurent Gbagbo mieux que nous. Toi, Laurent Gbagbo, Issoufou Silla, là, tu es malien. Pourquoi tu as laissé ton frère malien? Pourquoi tu n'as pas amené les Maliens à contre? Il faut faire la guerre contre toi, contre ces gens-là. Pourquoi? Laurent Gbagbo, Issoufou Silla, son vrai nom, il s'appelle Issoufou Silla, le malien. Son père, il est malien, il est bien malien, commerçant, milliardaire, malien. Voilà, Laurent Gbagbo n'a jamais été ivoirien, il est toujours malien. Il parlait langue maraka, y compris le bambara. Il parlait cette langue-là. Okay. Voilà. Et donc, ce monsieur qui est un Malien vient de nous donner le secret que Laurent Gbagbo a caché et continue de cacher. Ça veut dire, dans ce que le monsieur a dit, on découvre que le père de Laurent Gbagbo est malien. Et le monsieur vient confirmer cela. Et il dit que Laurent Gbagbo, même son ethnie là, c'est Maraka. Et qu'en plus de cela, il parle bien la langue Maraka. Et il parle aussi le Bambara. Et donc, on se demande bien où est-ce qu'il a appris cette langue-là. Ou bien, où est-ce qu'il a appris cette langue. Et donc, voilà quelques côtés sombres de Laurent Gbagbo qu'il ne veut pas que les uns et les autres en parlent. Mais une fois que tu es un homme public et que tu vis avec l'argent public, les rentes viagères qu'il prend là, c'est l'argent des payeurs des impôts. Nous sommes obligés de chercher à savoir à qui nous avons affaire. Nous ne pouvons pas accepter des René Caillé. Nous ne pouvons pas accepter des faussaires. Nous ne pouvons pas accepter que des gens aient 2 extraits de naissance et qu'ils viennent se présenter et venir diriger notre destin sans que nous ne sachions à qui nous avons affaire. Et donc à tous ceux qui sont des pro-Gbagbo et ceux qui sont des défenseurs de Laurent Gbagbo, en tout cas à la lumière des arguments que nous venons de mettre, nous attendons que vous venez les invalider. Ça nous ferait beaucoup plaisir. Sujet numéro 1. Coup dur pour le Niger. L'unique pipeline de la Soraz détruit par le MPLJ, la raffinerie paralysée. Au Niger, le pipeline situé au sud de Djaouro, dans la zone d'Agadem, qui approvisionnait la Soraz, a été détruit le dimanche 21 décembre par une attaque d'envergure menée avec succès par le mouvement patriotique pour la liberté et la justice, en abrégé MPLJ. Cette annonce a été faite par le groupe rebelle dans un communiqué officiel. C'est ce que je vous annonçais. Et une des caractéristiques des groupes djihadistes et des groupes rebelles, quand ils font de mauvaises choses là, c'est eux-mêmes qui viennent annoncer. Donc le dimanche 21 décembre 2025 là, le Niger là, ils ont une société qui fait le transport de leur carburant, leur pétrole. Maintenant cette société là, ça fait le raffinage du pétrole.
C'est cette société-là qu'on appelle la SORAS. Ça veut dire, SORAS là, So, société, Ra, de raffinage, Z, de Zender. Zender là, c'est une ville. Donc, cette société qui s'occupe de raffiner le pétrole du Niger et puis distribuer dans le pays là, c'est situé dans une ville qu'on appelle Agadem. C'est dans le sud à Djaouro. C'est ça, les rebelles. Il y a un groupe de rebelles. Eux, là, on les appelle le Mouvement Patriotique pour la Liberté et la Justice. C'est eux, on appelle MPLJ. J'ai dit, ils ont enflammé la société de raffinage, là. Ils ont tout brûlé. Et pourquoi c'est un coup dur? Ils ne se sont pas limités à cette société simplement. Ils ont aussi détruit les pipelines, c'est-à-dire les gros tuyaux dans lesquels les gens faisaient, quand ils finissent de raffiner le pétrole, là, les gros tuyaux dans lesquels ça passe là, le carburant passe là, et puis ils distribuent dans le Niger, là. Ils ont aussi détruit tout ça. La destruction de ce pipeline est d'un point de vue stratégique un grand coup porté par le mouvement rebelle qui a su vouloir poursuivre les actions de ce genre tant que les revendications légitimes du peuple, de la démocratie et de la justice continueront d'être ignorées et que la junte de Tiani s'accroche au pouvoir illégitime arraché par la violence, la force et les armes. Les rebelles là disent que si tu as vu que eux ils ont fait ça, que c'est parce que Tiani là, depuis qu'il est venu au pouvoir là, il est en train de rendre la vie des gens du Niger très misérable. Et que ça, c'est qu'ils ont commencé là. Que ce n'est qu'un début, hein. Que c'est maintenant là que eux vont commencer à faire ce genre là, tout ce qui représente les intérêts de l'État du Niger là, ou en attaquant ces intérêts là, ça peut faire que l'État du Niger va s'écrouler là. Que c'est ça même ils vont faire maintenant. Que donc que l'État du Niger n'a qu'à bien s'apprêter pour attacher sa ceinture. Comme ils disent qu'ils sont les ennemis de la démocratie. Alors que eux ils ont volé le pouvoir par la violence, la force et les armes. Et ils sont en train de rendre la vie des gens du Niger misérable. Que maintenant là, que eux aussi là, ils vont plus leur donner le temps de respirer. Cette attaque ciblée dénote encore une fois l'incapacité du régime terroriste d'Abdourahmane Tiani non seulement de protéger les installations économiques stratégiques, mais surtout de préserver les vies des populations. Et donc là, à travers cette attaque, vous voyez que ces propagandistes qui bavardent, mais ils sont incapables de protéger leurs propres intérêts économiques. Ils sont incapables de protéger leur population. Mais ils sont là pour faire du bavardage et de la propagande, pour distraire les uns les autres, alors que la réalité est tout autre. Aujourd'hui, ce qui est la priorité chez eux, c'est comment se maintenir au pouvoir et faire la promotion d'une fausse souveraineté en devenant les esclaves de la Russie. Et c'est très honteux et ça doit faire mal à tout citoyen qui est digne. Mais les malheurs du Niger ne s'arrêtent pas là. Souvenez-vous, le coup d'État qu'ils ont voulu réaliser au Bénin pour pouvoir faire passer l'uranium par le port de Lomé là. Je vous avais dit et je vous avais parlé, pardon, par le port du Bénin, de Cotonou je veux dire. Mais bien avant, le bateau militaire russe qui s'était accosté dans les eaux du Togo là. Et puis ils attendaient que le coup d'État marche. Là comme ça ils vont aller au Bénin prendre l'uranium là pour partir avec. Depuis hier, il y a un navire militaire français qui allait bloquer le port de Cotonou. Pardon, le port de Lomé. Parce que, vu que leur coup d'État n'a pas marché, hier, vous vous souvenez, je vous ai dit ici, que Ford dit que lui ne va pas accepter que son port soit utilisé au Togo pour faire sortir l'uranium là. Il y a derrière l'histoire là, il y a encore histoire. Et l'histoire qui est derrière là, c'est que les forces spéciales françaises ont garé un bateau de guerre à Lomé. En requalifiant
l'extraction du stock litigieux d'uranium de la société Orano de vol, la justice française a systématiquement changé la nature du dossier. À partir de la décision de justice du CIRDI d'interdire la vente des 1400 tonnes d'uranium produites par Orano, le parquet de Paris a qualifié la semaine dernière la vente illégale tentée par la junte terroriste de Niamey en complicité avec son clone russe de vol en bande organisée. Donc, ce que vous devez savoir d'abord, et je vous avais dit aussi, c'est que le gouvernement de la France a posé plainte contre le Niger. Ils disent, vous êtes venus, la société là nous appartient, la Somaïenne. Comment vous venez quelque chose, vous venez prendre par la force, comme ce que Laurent Gbagbo avait fait avec la BCAO. Mais vous ne nous avez pas payé nos droits. Donc tout ce que vous enlevez sur ce site-là, c'est de l'uranium volé. Maintenant, ces 1400 tonnes d'uranium là, c'est ça, ils avaient voulu faire coup d'état pour faire passer ça par le port du Bénin. Comme ça a échoué. Le bateau des Russes qui était là. Maintenant, quand le coup d'état a échoué, puis le bateau est parti en eau, en mer profonde là. Donc, les Français ont poursuivi l'affaire. La semaine dernière, ils disent que ce ne serait même plus le Niger seulement. Hein. Maintenant, là, ils ont mis l'affaire à un autre niveau. Ils disent que maintenant, c'est le Niger en complicité avec la Russie. Ils se sont donc organisés pour vendre illégalement quelque chose qui ne leur appartient pas. Et donc, ils ont requalifié les faits de vol en bande organisée. Ça veut dire qu'ils sont devenus maintenant un groupe de voleurs bien organisés. Alors qu'il y a une décision de justice internationale, il y a un tribunal international de commerce qu'on appelle le CIRDI. Et ce tribunal-là a donné raison à la société française qu'on appelle Orano. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la foulée, une poursuite est lancée contre les auteurs de cette transaction illégale, censée passer par le port de Lomé après l'échec du coup d'État de l'AES au Bénin. Désormais, l'État français passe à l'offensive. Le BPC Tonnerre, un navire de la flotte militaire française, est signalé au large du golfe de Guinée avec à son bord 400 éléments de forces spéciales françaises. Donc, comme il y a déjà une décision d'un tribunal commercial international, les autorités françaises ne se sont pas simplement limitées à cela. Elles ont fait déplacer un navire de guerre français. Ce navire de guerre là, ce bateau de guerre là, on appelle ça le BPC Tonnerre. B comme B, P comme P, C comme C et puis Tonnerre. Mais le bateau là va où? Le bateau là vient dans la zone du golfe de Guinée, c'est-à-dire dans les eaux de l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, dans ce bateau là, ils ont mis 400 soldats des forces spéciales françaises là-dedans. Mais qu'est-ce que ce bateau-là vient faire? Son rôle, neutraliser toute velléité de vol de l'uranium illégalement détenu par la junte djihadiste du Niger. Uranium légalement dévolu à la société Orano. Ils disent que leur rôle dans la zone du golfe de Guinée, là, dans les eaux de l'Afrique de l'Ouest, là, l'uranium volé, là, eux ils sont venus là, uranium ça là, ça va pas bouger. Que c'est pour ça ils sont là. Donc là, on attend de voir ce que la suite va nous donner. Le Togo, conscient de son incapacité à contrer une éventuelle opération militaire française, ne veut pas prendre de risques, ni sur le plan judiciaire, encore moins sur le plan militaire. Et donc, c'est pour cela que le Togo, ayant eu toutes ces informations-là, il dit, tiens, c'est mieux, on va rester nous-mêmes pour ne pas provoquer quelqu'un. Parce que si on provoque les forces spéciales françaises, là, c'est pas bon pour nous. C'est pas bon aussi, parce que Fort que vous voyez là, c'est un grand voleur d'argent. Donc là, faut pas, on va lancer à faire des biens mal acquis. Et puis, lui et tous ses proches dans le monde là, ils seront pris dans des scandales financiers. En tout cas, les Français sont forts dans ça. Donc là,
il a trouvé que lui ne va plus accepter que le port de Lomé, là, l'uranium là, puisse passer par cela, par cet endroit-là. Donc voilà encore une réalité qu'il fallait qu'on vous dise. Sujet numéro 2. Voter indépendant, c'est trahir le combat d'Ado. Le titre, il est simple. C'est un texte de notre père, Martial Koulibaly. Appel à la discipline militante. Militants et sympathisants du RHDP. L'heure de la vérité a sonné. À quelques jours seulement de l'ouverture des bureaux de vote pour les législatives, une dangereuse confusion s'installe dans nos rangs. Celle de vouloir voter pour les candidats indépendants. Le père Martial part d'un constat, et le constat, il est là, et pour toute personne qui pense à l'intérêt général, ça nous rend triste. C'est que nous, les militants, les frères de combat, nous sommes aujourd'hui divisés. Nous sommes aujourd'hui confus. Mais nous avons le cœur aussi qui est triste. Pourquoi? Parce que regardez la beauté de notre union quand nous sommes allés voter le président Ouattara. Regardez l'unité que nous avions fait pour défier l'opposition quand ils ont annoncé tout l'apocalypse du monde qu'ils allaient verser. Regardez la beauté de notre action qui nous a amenés à lutter et à résister. Mais cette unité-là, en moins d'un mois, elle vient d'être détruite. Cette fraternité militante entre nous vient d'être sabotée à cause de simplement une élection de députés. Parce qu'aujourd'hui, dans nos rangs, d'autres disent, nous on va voter telle personne, nous on va pas accepter ceci, on va plus faire cela. D'autres disent, nous on va voter les indépendants. D'autres disent, non, on va pas voter les indépendants. D'autres disent, non, on va pas voter. D'autres disent, non, on s'en fout. Sous prétexte de leur colère contre un cadre local ou de déception face à un choix d'investiture, certains d'entre nous s'apprêtent à commettre l'irréparable. Il est temps de rappeler une vérité politique simple. Le 27 décembre 2025, on ne vote pas pour un individu. On vote pour donner à Alassane Ouattara les moyens de continuer à travailler tranquillement. Mais ce que beaucoup ne savent pas, la politique là, ce n'est pas comme aller vendre une marchandise, un poulet au marché, ou bien c'est pas comme se réveiller le matin et puis aller se brosser. La politique là, c'est tout un tas de stratégies. Et si tu ne sais pas appliquer de la stratégie, ça va se retourner contre toi. Il y a des gens qui disent, le cadre là, si tu vois qu'on ne veut pas le voter, c'est parce qu'il n'a rien fait pour nous. Et ils ont été déçus. Et donc ils sont en colère. Il y a des gens qui disent, la manière que le député ou bien celui qui sera candidat a été choisi, c'est ce qui ne nous plaît pas. Donc eux ne sont pas contents du mode de sélection de candidats. Mais c'est ce qui va faire soit la déception ou bien la colère. Si on ne fait pas attention, on va commettre une erreur qui va nous coûter très cher. Parce que l'élection des députés qu'on s'en va faire là, ce que beaucoup de militants ne comprennent pas, oui, c'est quelqu'un qu'on va voter pour être député. Mais le travail que cette personne-là s'en va faire là, la première personne qui bénéficie du travail d'un député là, c'est le président de la République. Pourquoi et comment? Voyez-vous, nous sommes dans un régime présidentiel où c'est le président qui a tout le pouvoir. Et le président là, ça fait partie de sa responsabilité. C'est son travail. C'est lui qui décide de plans, de projets, de tout ce qu'il veut que le pays soit. Quand il finit de faire son plan là, maintenant là, pour valider son plan, et puis pour qu'il n'a qu'à travailler là, il dépose maintenant devant les députés. Et ce sont les députés maintenant qui vont aller voter pour dire on est d'accord, il faut travailler. Comme nous on représente les Ivoiriens là, il faut aller, tu vas faire ton travail. Maintenant là, si on se disperse entre nous-mêmes, et puis on s'en va voter n'importe comment, on est en train d'affaiblir d'abord Alassane Ouattara, on est en train de compliquer son travail, et on est en train de rendre la tâche difficile pour Alassane Ouattara, parce que si Alassane Ouattara ne peut pas travailler tranquillement, avec une assemblée nationale qui est constituée d'hommes qu'il a sous son contrôle, son travail va devenir difficile. Si vous votez les indépendants là, et puis demain ils viennent dire de toute façon là,
ce n'est pas toi qui a demandé au peuple de nous voter. C'est le peuple qui nous a voté, donc on s'en fout. Voilà maintenant ce que nous on veut que tu fasses. Comment est-ce que Alassane Ouattara pourra bien faire son travail tranquillement? C'est la question que vous devez vous poser. Et pour bien vous expliquer de quoi il est question, sans majorité parlementaire absolue, le président sera paralysé. Le rôle d'un député n'est pas de construire des routes, des ponts ou des écoles. Son rôle premier est de voter les projets de loi et de budget du président. Un député indépendant est en réalité moins un électron libre, c'est plus un opposant caché, c'est-à-dire un encagoulé, un traître à l'unité du parti. C'est un frustré qui est mu par ses intérêts personnels au détriment du président Alassane Ouattara. Un député indépendant peut basculer à tout moment par opportunisme du mauvais côté. Donner sa voix à un indépendant, c'est prendre le risque de faire exister une Assemblée nationale ingouvernable où le président devra négocier et lutter pour faire passer chaque projet de loi. Voulez-vous donc fragiliser Alassane Ouattara à ce point? Les députés indépendants, là, ce sont nos propres frères, ce sont nos parents. Ce ne sont pas des étrangers. On n'est pas contre eux. On n'a pas de la haine contre eux. Mais ce qui fait qu'on s'oppose à eux aujourd'hui, c'est parce que nous nous disons, c'est nous on a demandé de voter Alassane Ouattara, on a demandé ça nous tous ensemble. C'est nous on a dit, Alassane Ouattara, on veut que tu sois président. Mais est-ce que Alassane Ouattara peut être président si on ne lui donne pas les moyens de pouvoir bien mettre ses projets de loi et tout ce qu'il doit faire pour aider les Ivoiriens là? Si on ne lui donne pas les instruments pour qu'il puisse bien mettre ça en place là-haut, pourquoi on a choisi Alassane Ouattara? Et pourquoi on l'a choisi pour venir saboter son travail? C'est à cause de ça nous on dit, pour ne pas compliquer la tâche là, tout ce que les gens disent là, ils ont raison dans certains cas, comme ils n'ont pas raison dans certains cas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons défendre? Défendons d'abord l'intérêt du groupe, défendons d'abord l'intérêt du pays et défendons la dignité du président Alassane Ouattara. Quand on va finir de voter les députés que le parti a désignés là, ce qu'on va faire à ces députés là, ou mais le compte qu'on a à régler là, on va régler ça entre nous. C'est vrai, un député là, il ne peut pas aller faire route. Un député là, il ne peut pas aller faire pont. Un député là, il ne peut pas faire école. Si un député vous dit que lui, il va faire là, il ment. Le premier rôle d'un député là, les projets de loi, c'est-à-dire le président là, tout ce qu'il veut faire, les lois qu'il veut prendre, les projets de développement, l'argent qu'il va voter pour pouvoir travailler là. Ce sont les députés qui disent, on a voté, on est d'accord, il faut utiliser. Maintenant, les députés indépendants là, en réalité, tu n'as pas entendu indépendant, ça veut dire, eux là, il n'y a pas quelqu'un qui peut les contrôler. Eux là, eux évoluent en indépendant. Ça veut dire, ils sont là pour eux-mêmes d'abord. Donc quand vous allez élire un député indépendant là, même si vous pensez que il va être RHDP, sachez aussi qu'il peut ne pas être RHDP. De la même manière que vous avez confiance, sachant que ce n'est pas le parti qui a élu le député indépendant là. Le député indépendant est un électron libre. Et donc là, il peut décider de trahir vous-même qu'il avait voté. En réalité là, c'est un opposant caché. C'est un encagoulé. C'est un traître au parti politique. Et c'est un traître à ceux-mêmes qui s'en vont le voter. Parce qu'une fois que vous l'avez voté là, il peut vous dire, je n'ai pas été voté sous la bannière de quiconque. Et donc là, je peux faire ce que je veux. Est-ce que vous ne voyez même pas, même dans le propre parti? Il y a des gens qui s'en vont. Ils ont la caution même du parti. Quand on finit de les voter, ils trahissent. Non? Maintenant, imaginez-vous quelqu'un qui n'a même pas la caution d'un parti, qui est parti dans le vide comme ça. En réalité, il s'est basé sur la frustration des gens pour devenir un électron libre. Et il s'est dit quoi? Je vais profiter de la confusion, je vais profiter de la déception, je vais profiter du chaos qui est là pour essayer de m'asseoir et de lutter pour mes intérêts personnels. Mais si eux, ils veulent leurs intérêts personnels là, c'est que eux ne veulent pas l'intérêt collectif,
ils ne veulent pas l'intérêt d'Alassane Ouattara. Et ce que vous oubliez, c'est qu'un député indépendant, là, comme le nom même l'indique là, il peut basculer d'un moment à un autre, dans le bon comme dans le mauvais côté. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut l'empêcher. À partir du moment où il a été voté indépendant, là, s'il veut, là, il devient RHDP. S'il veut, là, il devient PPACI. S'il veut, il devient PDCI. Donc là, ils vont devenir des forces qui vont aller créer des troubles à l'Assemblée nationale. Et quand ils vont faire ça, là, ça va rendre le travail à l'Assemblée nationale ingouvernable. Parce que chaque fois que le président va vouloir faire passer un projet de loi, ou bien faire voter un budget, ou bien faire un travail avec les députés, il sera obligé de négocier, de lutter. Et ça, là, ça va perdre le temps, et ça va rendre la tâche difficile, et ça va fragiliser le président. Pour vous donner un exemple, là, regardez en France, c'est ce qui arrive là-bas aujourd'hui. Si vous voyez, Macron change les premiers ministres, Macron fait ceci, Macron fait cela, Macron tourne en rond et puis on dit il vaut rien là. C'est ça qui est arrivé à Macron. À l'Assemblée nationale là, il n'a pas la force là-bas. Et donc là, les députés là veulent l'obliger à démissionner. Donc, quand c'est comme ça là, toutes les lois qu'il envoie, que c'est une bonne loi ou c'est une mauvaise loi là, il sabote, il sabote, il sabote, il sabote. Parce que les députés qui sont là-bas plus par opportunisme et c'est parce que ce ne sont pas des gens qui sont là pour l'intérêt du pays et pour l'intérêt du groupe. Et c'est ça le danger des candidats indépendants. Le piège des indépendants, soi-disant alassanistes, voilà la violente question. C'est tout simplement une imposture caractérisée. Ils vous disent, votez pour moi, je suis pour Alassane Dramane Ouattara. Je suis victime du choix du candidat du parti. C'est encore un mensonge. Le vrai militant accepte la discipline du parti, même dans la douleur. Se présenter contre le RHDP, c'est défier l'autorité même du chef, Alassane Ouattara. On ne peut pas prétendre aimer Alassane Ouattara et saboter la famille politique qu'il a créée de toutes pièces pour stabiliser et construire la Côte d'Ivoire. Il y a certains qui vont vous dire de toute façon, nous on aime Alassane plus que vous-même. Mais vous ne pouvez pas aimer Alassane plus que nous et plus que Alassane Ouattara lui-même. C'est vrai, vous savez votre degré d'aimer Alassane Ouattara. Et nous aussi on connaît notre degré d'aimer Alassane Ouattara. Mais il y a une chose aujourd'hui qui est claire. C'est que vous là, vous ne pouvez plus dire que vous aimez vraiment Alassane Ouattara. Parce que le choix qui a été fait là, Alassane Ouattara dit que lui il est d'accord avec le choix du parti. Et que c'est ça qui va lui permettre de bien faire son travail. Et que c'est ça qui va lui faciliter la tâche. Et que, en partant dans la voie de ce qui a été décidé, c'est ce qui va permettre de construire la Côte d'Ivoire de manière stable. Toi, tu dis non. Moi, je vais me présenter. Et maintenant, je vais aller prendre ma victoire. Si j'ai fini de gagner là, je vais te montrer que, avec ou sans toi là, moi, je suis plus fort que le parti. Donc là, c'est d'abord défier le chef de l'État. Et donc, à partir du moment où tu peux défier le chef de l'État, tu peux défier ton parti et tu peux défier l'objectif du parti, ce n'est plus à nous de dire que tu es en train de nous mentir. Ce n'est plus à nous de dire que tu ne respectes pas la discipline du parti. Et aujourd'hui, à travers cette rébellion, qu'est-ce que tu ne seras pas capable de faire demain? Voilà aussi les questions que nous nous posons. Donc, on constate ici que le candidat indépendant, son amour est à géométrie variable selon que lui, ses intérêts soient menacés ou pas. Et ce qu'il ne faut pas confondre ici, c'est la colère locale et les enjeux nationaux. On peut ne pas être content, peut-être, du candidat ou bien d'une personne, dans sa région ou bien là où on se trouve. Mais cela est complètement différent des objectifs qu'on a pour le pays. Nous entendons vos critiques sur certains candidats officiels du RHDP. Nous savons que certains se sont comportés avec arrogance à votre égard. Mais les législatives ne sont pas le tribunal pour juger nos cadres. C'est en réalité le champ de bataille pour protéger le président Alassane Ouattara. Sanctionner le candidat du RHDP,
c'est donner un siège à l'opposition sur un plateau d'or. Est-ce vraiment ce que vous voulez pour votre localité, pour le pays? La question que nous posons aux candidats indépendants, nous-mêmes là on sait, les députés RHDP là, il n'y a pas quelqu'un qui les critique plus que nous-mêmes ici. On n'est pas fiers d'eux. Ça, cette critique-là, on peut être d'accord. On sait qu'ils se sont comportés avec arrogance, condescendance. Comme si eux là, Dieu leur a donné une garantie qu'eux ne vont plus mourir. Mais est-ce que les élections pour élire les députés là, est-ce que c'est ça qui est le tribunal pour aller sanctionner les cadres du RHDP? Moi qui vous parle là, moi et puis les EPV là, nous on a fait plier les cadres. Quand le parti fonctionnait très mal, chaque fois je donne l'exemple. On a lu une motion devant tout le monde. Au siège, on a déposé une version de notre motion et on a fait transmettre une motion au président. Quand le président a pris connaissance du document, il dit c'est vrai, ce que les enfants là disent là, le parti ne fonctionne pas bien. C'est ce qui a fait qu'on a réformé le parti RHDP. Donc celui qui vous parle là, moi seul avec mon groupe là, nous on a pu faire plier les cartes que vous voyez comme des dieux. Donc même ne serait-ce qu'à travers moi seul là, moi je sais comment on peut faire plier les cadres là. Ce que nous vous disons là, nous on ne parle pas parce qu'on est en train de vous blaguer. Nous on sait comment le président considère les militants. Et nous on sait que les cadres là, certains qui ont été choisis dans leur majorité là, c'est pas des gens bien. Mais si on ne fait pas attention, qu'on ne sait pas faire la différence entre les instruments de notre propre parti pour sanctionner nos cadres et qu'on prend les élections pour les députés là pour aller sanctionner nos cadres, prendre les élections du vote des députés comme un tribunal pour sanctionner les cadres RHDP, mais ce n'est pas les cadres que nous sanctionnons, c'est le régime du président Alassane Ouattara. Et c'est le travail du président Ouattara que nous sanctionnons. Et c'est une place gratuite que nous allons donner à des opposants. À des gens qui disent, nous sommes des indépendants, nous sommes des électrons libres. Est-ce que c'est ce que vous voulez dans votre localité? Est-ce que c'est ce que vous voulez pour le pays? C'est bien sûr la question aussi qu'il faut se poser. Et qu'est-ce que nous allons donner comme message à nos populations? Que vous soyez à Odiéné, que vous soyez à Bouniéré, que vous soyez à Kani, que vous soyez à Man, que vous soyez à Korogo, que vous soyez à San Pedro, n'oubliez pas que avant le 27 décembre 2025, il y a une date qu'on appelait le 25 octobre 2025. On est tous allés sur un même logo, le logo RHDP. On est tous allés pour voter pour que Alassane Ouattara continue de nous maintenir en paix dans le développement. On est tous allés pour dire que les opposants qui promettent la mort, on ne va pas accepter qu'ils nous offrent la mort. C'est sous ce logo de la fidélité. C'est avec cet amour pour le président Alassane Ouattara qu'on allait voter pour que les grands travaux et le grand destin que Alassane Ouattara veut nous donner là, on puisse nous vivre cela chaque jour et pour qu'on puisse donner cela en héritage à nos enfants. Mais pour que ce travail réussisse, si nous-mêmes nous sabotons parce que nous voulons prendre les élections des députés comme un tribunal pour sanctionner ce que Alassane Ouattara a désigné, ce que le parti a désigné, alors là, chers militants, n'oublions pas que nous serons nos propres ennemis. Ce n'est pas le visage des candidats que nous regardons, mais c'est le respect que le président Ouattara nous a accordé pour être notre candidat. Et puis on allait les lire. Et aujourd'hui, ce qu'on veut qu'il fasse pour la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on doit regarder. Et c'est le logo du RHDP sur le bulletin de vote
qu'il faut regarder en pensant au président Alassane Ouattara. Chaque voix que vous allez donner à un indépendant, sachez que c'est une flèche que vous êtes en train de prendre pour piquer dans le dos de notre leader que nous aimons tous, le président Alassane Ouattara. Et c'est notre rôle, par sincérité, chers parents, de vous inviter et de vous dire la vérité. Et je peux vous jurer devant Dieu, vous me connaissez, moi je ne vais pas vous mentir. Et ce que nous faisons là devant Dieu, c'est pour défendre l'intérêt collectif, c'est pour défendre la dignité du président. Sinon là, je l'ai dit depuis longtemps, le vote des députés là, si ce n'était pas que aujourd'hui le président même s'en est plein lors du conseil des ministres, et puis des indépendants là, moi-même je ne voulais même pas mettre ma bouche dedans. Parce que moi-même là, je suis plus énervé que vous-même. Mais souvent l'homme là, il faut savoir laisser le sang dans ton corps et puis tu vas enlever le pus. L'homme là, il faut savoir c'est quel combat je dois mener. Et un homme intelligent, tous les combats que tu veux mener là, la première question que tu te poses, comment je vais mener cette bataille là et ne pas la perdre. Ne vous laissez pas guider par les fausses perceptions, par vos sentiments et surtout par peut-être la corruption dans certains cas ou même les problèmes personnels. Si vous mettez ça au-dessus de l'intérêt de la Côte d'Ivoire et au-dessus d'Alassane Ouattara, demain ne sera pas bon. Hein? Parce que ce que nous sommes en train de dire là, nous on ne va pas forcer quelqu'un à ne pas faire ce qu'il veut. On ne peut même pas. On n'a pas la force d'empêcher quelqu'un. Mais ne pas être capable de vous dire la vérité là, c'est ça qui n'est pas bien. Et c'est pourquoi nous sommes en train de vous avertir. Et ce que nous on peut vous dire, ne vous trompez pas de combat. Ne vous trompez pas de combat. Restons groupés, restons disciplinés. Donnons une majorité écrasante au président Alassane Ouattara. Et cette majorité-là, elle doit venir des candidats qui ont été désignés par le parti. Allons tous derrière le logo RHDP et votons uniquement les candidats RHDP et évitons les candidats indépendants. Sujet numéro 3. Réplique à Dr Sylvain Nguessan quand la posture idéologique brouille la lecture stratégique. À force de vouloir le RHDP partout, à force de voir le RHDP partout, on finit par ne plus voir la Côte d'Ivoire. Dr Nguessan, votre texte se veut savant, prospectif et stratégique. En réalité, il est traversé par une confusion fondamentale entre analyse de défense nationale et règlement de compte partisan. Et c'est précisément là que le bas blesse. Et donc, dans ce texte ici, comme je vous l'avais dit, c'est M. Diomandé Adama, président de l'Association pour la défense de la démocratie et des libertés, qui répond à un monsieur qui s'appelle le docteur Sylvain Nguessan. Pour eux, le docteur Sylvain Nguessan, l'action que le gouvernement pose, eux, ce n'est pas le gouvernement que eux voient, c'est le RHDP que eux voient. Et comme en réalité, eux, ils sont des opposants, tout ce que le RHDP fait, tout ce que l'État fait, puisque c'est Alassane Ouattara qui est le président, donc c'est le RHDP. Donc là, eux, ils critiquent simplement pour critiquer. Ils ne cherchent pas à voir ce qui est bien ou même ce qui est mauvais. Et c'est devenu lui sa stratégie. Et c'est cela qui va nous amener en 7 points à démonter cette logique-là. Petit 1. Ce n'est pas le RHDP qui parle sécurité, mais c'est plutôt l'État ivoirien. Réduire une coopération sécuritaire internationale à une nouvelle orientation stratégique du RHDP révèle soit d'une méconnaissance des mécanismes étatiques, soit d'un refus assumé de reconnaître l'existence de l'État en dehors de l'opposition. Donc quand l'État décide de se donner de nouveaux partenaires et de collaborer, comme vous le savez, avec tous les partenaires dans le monde, qu'est-ce que Dr Nguessan dit? Ah oui, vous savez, c'est le RHDP qui est en train de décider aujourd'hui de l'orientation stratégique en matière de sécurité pour la Côte d'Ivoire. Que c'est le RHDP qui décide
comment ils veulent protéger la Côte d'Ivoire. Mais ce que monsieur oublie, c'est de reconnaître que aujourd'hui, là, les représentants du RHDP sont l'incarnation de l'État. Et ce n'est pas parce qu'on est opposant que l'État disparaît et qu'on est dans une phase de confrontation entre deux partis politiques. Non, 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 non. Quand ils sont en train de décider pour la Côte d'Ivoire, ils ne sont plus membres du RHDP, c'est l'État. Donc, au-delà du RHDP et au-delà des opposants, il y a quelque chose qui est une chose très forte. Cette chose-là s'appelle l'État. Et ceux qui travaillent pour l'État sont les représentants de l'État. Même s'ils ont des partis politiques, puisque ce sont des partis politiques qui prennent le pouvoir en Côte d'Ivoire, ils ne sont plus donc les représentants de leur parti politique. Les décisions qu'ils prennent, c'est au nom de l'État. La Côte d'Ivoire ne demande pas aux États-Unis d'agir pour un parti, mais pour la protection de son territoire, de ses populations, de ses frontières, dans un contexte régional dégradé. La défense nationale n'est pas un programme électoral, c'est une prérogative régalienne. Donc ce que Dr Nguessan fait semblant d'oublier ou bien fait semblant de ne pas savoir, c'est qu'il est frappé par la mauvaise foi. Et cette mauvaise foi-là, quand la Côte d'Ivoire s'en décidé de prendre les États-Unis comme un partenaire militaire, lui il sort pour dire « Ah, c'est le RHDP qui décide aujourd'hui de nos partenariats militaires. » Non. La Côte d'Ivoire ne demande pas aux États-Unis de venir protéger le RHDP. La Côte d'Ivoire dit aux États-Unis, venez protéger le territoire, les 322 462 km². Venez protéger les 32 millions d'Ivoiriens. Venez protéger les frontières ivoiriennes. Venez nous aider à lutter contre le terrorisme. Ça là, ce n'est pas un programme national. Ça fait partie de la Constitution. La première phrase que le président dit là, il dit « Je m'engage à assurer la sécurité des Ivoiriens, du territoire et des personnes et des biens. » C'est la Constitution même qui demande ça. Et donc là, tu ne vas pas trouver un programme de campagne d'un parti politique où il dit « Non, nous, notre plan, on va venir protéger le pays. » Mais tu trouveras ça dans la Constitution. Donc si lui, avec son titre de docteur, lui ne savait pas ça, c'est la première chose qu'on va lui rappeler. Quand on signe des partenariats militaires, c'est pas pour protéger le RHDP et les militants du RHDP. C'est pour protéger la Côte d'Ivoire et ses 322 462 km². Mais comme lui, le docteur Nguessan, veut être dans la manipulation, on va ouvrir ses yeux avec un français facile et simple. Soit il ne connaît pas comment l'État fonctionne, on va lui expliquer ça proprement, ou bien il est dans la manipulation, on va aussi le désavouer et le désenvoûter devant tout le monde en expliquant ça comme pour les enfants. Et cela doit l'amener à se poser la question, à quoi sert donc lui son doctorat? Parce que si son doctorat c'est pour venir manipuler les gens, nous, on va venir ici pour enlever les écailles, pour montrer la vérité aux gens. Donc la première vérité qu'on lui dit, quand on est au pouvoir là, on ne vient pas, on ne signe pas des partenariats militaires pour protéger ses militants, mais c'est pour protéger le pays. Ça fait un. La deuxième chose que le docteur Nguessan doit savoir, la longueur de la frontière nord n'est pas une découverte intellectuelle. Oui, la frontière fait plus de 1100 km. Oui, elle est poreuse. Oui, elle est complexe. En saison sèche comme en saison de pluie. Mais il faut encore que nous rappelions que c'est précisément pour cette raison que la coopération technologique, satellitaire, aérienne et informationnelle existe. Souligner la difficulté pour ensuite suggérer implicitement l'impuissance revient à confondre diagnostic et fatalisme. Un État sérieux anticipe et ne renonce pas. Dans les propos du docteur Nguessan, il se joue les Einstein comme si c'est lui aujourd'hui qui nous découvre qu'on a des problèmes. On a 1100 km de frontières avec les Burkina, le Mali, et les frontières, les gens passent, les gens rentrent, et ça devient difficile. Quand il pleut, c'est un problème. Quand on est en saison sèche, c'est un problème. Et donc là, il nous découvre tout un tas de problèmes, et malheureusement, il n'arrive pas à donner de solutions. Pour un docteur qui peut être quelqu'un qui sait voir les problèmes, mais qui critique ceux qui donnent des solutions. Le gouvernement qui trouve des solutions en signant des partenariats, en signant des accords militaires, en utilisant les technologies de la dernière génération. Est-ce que ce régime-là n'est pas mieux
qu'un docteur qui vient pour bavarder. Parce que lui, Nguessan, là, nous on connaît, nous on sait que la Côte d'Ivoire fait 322 462 km². Nous on sait que la frontière nord, là, ça fait 1100 km. Nous on sait que les frontières, les gens rentrent là-bas. Si lui ne savait pas, là, nous on parle de ça ici tous les jours. Donc là, il ne nous apprend rien. Si peut-être ça c'est une découverte pour lui, là, c'est que lui vraiment, il doit se demander à quoi son titre de doctorat a réellement servi. Parce que c'est que même on sait déjà au cours préparatoire, deuxième année là, c'est que lui maintenant, avec son doctorat là, c'est maintenant que lui se rend compte de cela. En réalité, le monsieur le docteur souffre d'une cécité intellectuelle. Ça veut dire il souffre d'un aveuglement intellectuel. Et, ou bien ça c'est peut-être une paresse intellectuelle. Mais en réalité là, c'est la mauvaise foi. Parce que malgré qu'il a ce gros diplôme là, il est aveuglé par la haine d'être un opposant. Et donc, ça fait qu'il arrive à oublier même son bon sens. Et donc, on ne peut pas voir des problèmes et dire en même temps, comme les problèmes là existent, il faut laisser ça comme ça. Oui, on voit les problèmes et on est très content de dire les problèmes, mais il ne donne pas de solution. Donc, ça veut dire que on tombe dans le fatalisme. Comme déjà, bon, les frontières sont grandes et puis c'est poreuse et puis bon, saison pluvieuse, bon, il y a des problèmes. Donc, nous, on va rester là, Dieu va nous sauver. Non. Un État qui se respecte comme l'État de Côte d'Ivoire actuellement sur la Alassane Ouattara, nous là, c'est effectivement à cause de ces problèmes-là qu'on allait choisir des partenaires militaires, qu'on allait choisir les technologies de dernière génération, qu'on a placé des satellites, qu'on a placé aujourd'hui tout système aérien et aujourd'hui tout système d'information pour essayer de contrecarrer la menace djihadiste. Et un État qui se respecte n'est pas dans le bavardage, mais se donne les moyens de protéger et d'anticiper. Et c'est ce que le gouvernement a fait et c'est très bien fait. Le troisième défaut chez notre soi-disant docteur, c'est le mépris social. N'est pas une stratégie de défense. Et j'explique. Votre digression sur Amidou, le mouton et le bétail n'est ni stratégique ni pertinente. Elle trahit une autre chose. Un mépris social déguisé en analyse. Une caricature des réalités rurales et pastorales. Pourtant, au cœur même de ces enjeux sécuritaires sahéliens, la sécurité moderne ne se construit pas contre les populations, mais avec l'intelligence des territoires. Ironique pour quelqu'un qui prétend parler de prospective. Et donc, quand vous voyez le soi-disant docteur Nguessan, dans son titre pompeux, en train de prendre des grands mots, de faire des digressions, de prendre des exemples et d'être là pour tromper les gens. Non, en face d'intellectuels froids comme nous autres, on va te dire la vérité. Tu ne peux pas tromper les gens. Et ton diplôme là, toi qui penses que tu es arrivé là, mais pour nous là tu n'es rien. Et regarde comment on est en train de te démonter à la petite cuillère. Quand on dit une analyse intellectuelle là, c'est une analyse qui est capable d'aller dans les profondeurs et de sortir des solutions. Or, tu en as été incapable. Ça fait un. De deux, tes systèmes même sur lesquels tu t'es basé, ce sont des systèmes défaillants. Et on est en train de les casser à la petite. Mais il y a quelque chose d'autre que tu trahis. Quand dans tes digressions, tu utilises le nom Amidou, le mouton, le bétail. En réalité, votre haine pour les gens du Nord, là, ça veut dire que même vos niveaux d'études ne peuvent pas enlever cette haine-là de vos têtes. Et vous devenez complètement ridicule. Le mépris pour les gens du Nord. Vous déguisez cela en analyse. Vous faites de la caricature pour vous moquer des gens. Et donc, ces gens-là ne méritent-ils pas qu'on puisse aussi leur venir en aide? Ces gens-là ne méritent pas qu'on fasse la sécurité pour elles. Mais ces gens que vous négligez là, nous on va travailler avec ces gens. On va travailler avec l'intelligence de leur territoire, là où ils sont. Parce que ces gens-là, ils connaissent leur territoire. C'est des gens qui méritent de vivre. C'est des gens qui payent les impôts. Et quelqu'un qui prétend parler pour faire de la prospective et proposer des solutions, c'est vraiment le ridicule. Et vous vous taxez vous-même d'un ridicule sans limite. Et là encore, notre docteur, en quatrième point, se joue les souverainistes. Mais est-ce que être souverain, c'est se retirer de tout le monde?
La souveraineté ne signifie pas s'isoler. Agiter à l'avant le chiffon rouge des plaintes sous-régionales et le débat sur la souveraineté révèle d'un discours daté et de paresseux. La souveraineté au XXIe siècle, ce n'est pas refuser la coopération, c'est de choisir ses partenaires, définir ses priorités et garder la maîtrise politique de ses propres décisions. La Côte d'Ivoire ne délègue pas sa souveraineté, elle renforce sa capacité de décision. Voilà un soi-disant docteur qui est tellement incapable de donner des réflexions. Et donc voilà un diplôme qui ne fait vraiment pas honneur. Parce que pour un docteur, nous parler de souveraineté et nous dit le Burkina, le Mali se plaignent, non, la souveraineté. Chaque État est libre de prendre le modèle qu'il veut, ça fait un. Et ce que le docteur ne sait pas là, c'est qu'aujourd'hui les États comme le Mali, le Burkina, là, qui assurent la sécurité de leur président, qui aujourd'hui assurent la sécurité de leur pays, ce sont des mercenaires. Est-ce qu'un État où les dirigeants et le pays sont gardés par des mercenaires, est-ce que cet État est souverain? Ça veut dire si les gens de Wagner là, disent aujourd'hui qu'ils ne veulent pas assimiler Ibrahim Kaka, là, ils peuvent l'enlever. Est-ce que c'est ça qui est un gouvernement souverain? Est-ce que Wagner et tout ce qui... Est-ce qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent dans le pays? Est-ce qu'ils ne massacrent pas la population de ces pays-là? C'est ça que vous appelez souverain, un pays où les habitants ne sont pas protégés par leur armée, où ce sont des mercenaires qui viennent imposer leur loi. L'armée du Mali elle-même, les mercenaires même font ce qu'ils veulent sur l'armée du Mali. Donc, allez prendre vraiment des exemples banals, des exemples qui font honte. Cher docteur, vous êtes en train de nous dire que avec votre gros doctorat, vous êtes un partisan des discours périmés, mais surtout un adepte des réflexions intellectuelles basées sur la paresse. Vous êtes un intellectuel paresseux. Vous prenez les ragots des réseaux sociaux pour les répéter, les plaintes sous-régionales. On ne dirige pas un État souverain avec les plaintes sous-régionales. Des dirigeants qui sont des dirigeants sérieux comme le régime d'Alassane Ouattara, c'est ceux qui assurent leur souveraineté en coopérant avec les autres nations, en choisissant leurs partenaires, en définissant nos priorités, mais surtout en gardant nos décisions. C'est nous-mêmes on prend la décision de choisir qui on veut. C'est nous-mêmes on décide comment on veut se protéger. Et est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est l'armée, c'est pas l'armée ivoirienne qui protège le président? Montrez-moi un Ivoirien qui dit il y a une armée étrangère qui le protège aujourd'hui. On connaît le nom de tous nos chefs militaires. Donc, un État qui veut être souverain, là, cet État-là prend des décisions pour lui-même, décide pour lui-même et se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. C'est ça un État souverain. Parce que cet État prend les décisions pour renforcer sa propre capacité. Or, quand vous regardez aujourd'hui les décisions prises par Assimi, par Ibrahim Kaka et autres, ce sont des décisions qui sont basées sur les plaisirs et les caprices des mercenaires qu'ils ont fait venir. Et à notre docteur, j'aimerais lui dire d'aller lire le petit livre de Nicolas Machiavel, où on nous parle des États et des forces en présence. C'est un petit livre, ça ne sera pas difficile. Les différentes forces qu'un État peut prendre pour se protéger là, il n'a qu'à aller lire seulement des forces mercenaires, il n'a qu'à lire le paragraphe là. Ça va l'aider à comprendre que son doctorat qu'il a là, ça n'a servi à rien. Mais la cinquième argumentation que nous allons donner pour casser ce docteur en carton, la sécurité et les infrastructures ne s'opposent pas. Opposer infrastructure et sécurité, comme si l'un disqualifiait l'autre, est une erreur conceptuelle majeure. Aucun pays ne consolide son développement sans sécuriser son espace. Aucun port, aucune route, aucun corridor économique ne survit dans un environnement instable. Ce que vous appelez un nouveau chapitre est en réalité la continuité logique d'un État qui passe de reconstruction à la consolidation. Monsieur veut nous faire croire que aujourd'hui là, le développement il nous met dans un imbroglio. Ça fait tellement honte que je n'ai même pas envie de répéter ce qu'il dit. Parce que vous allez vous demander, mais est-ce que c'est pas un analphabète qui était en train d'être dans ses délires? Mais non, c'est la haine. La haine là, ça rend les gens bêtes. Et c'est ce que ce monsieur-là a fait. Ah non, vous voyez, non, les infrastructures, la sécurité. Bon, on n'a qu'à choisir quoi? On n'a qu'à faire les infrastructures, mais on oublie la sécurité.
Ou même on n'a qu'à faire la sécurité, on oublie les infrastructures. Cher monsieur, c'est une erreur grave de conception que vous faites là. Ni l'un, ni l'autre ne peut disqualifier. C'est-à-dire, un État qui est responsable, ton développement là, ne doit pas t'empêcher de sécuriser ton espace. Donc la Côte d'Ivoire là, non seulement nous avons reconstruit le pays, mais nous allons consolider et renforcer ce développement là. Parce qu'en réalité, ce qui vous fait mal, quand on rentre un peu dans votre subconscient, vous souhaiteriez que la Côte d'Ivoire se laisse à la merci pour que les ambitions de coup d'État que vous voulez là, comme la Côte d'Ivoire, le président Ouattara protège aujourd'hui à la stratégie qui vous dépasse. Donc vous faites ressortir vos haines par des analyses bidons en pensant que nous on ne vous voit pas. Mais c'est honteux pour vous-même. Parce que nous on va vous démonter et puis mettre ce que vous voulez cacher aux gens, on va montrer ça. Donc faut pas on va développer les ports, faut pas on va développer les routes, faut pas on va développer les corridors économiques. Et puis comment on va faire pour payer les armes? Comment on va faire pour payer nos partenaires? Ou bien, on n'a qu'à faire la guerre, mais on n'a pas les moyens de survivre avec la guerre puisqu'on n'a pas développé les infrastructures. Donc vous voyez que ce que vous dites là, c'est une réflexion bête. Sincèrement, c'est une réflexion bête. Parce que ça ne tient même pas. Et sincèrement, quand vous vous dites, docteur, ça fait mal. Ça fait mal. Et le sixième argument que nous allons prendre pour casser votre thèse, l'OTAN, le gendarme et la théorie du basculement. Votre lecture suggère une Côte d'Ivoire instrumentalisée presque passive, choisie entre guillemets par des intérêts extérieurs faute d'alternative. Faux, archi faux. La Côte d'Ivoire n'est pas un pion. Elle est devenue un acteur crédible, précisément parce qu'elle a restauré la stabilité politique, la discipline institutionnelle et la vision régionale. Si l'opposition ivoirienne est absente du débat sécuritaire, ce n'est pas la faute de l'État, c'est son propre vide stratégique. Notre monsieur qui se dit docteur dit qu'aujourd'hui là, que la Côte d'Ivoire est devenue le pion de l'OTAN et que nous ne sommes plus libres et qu'aujourd'hui là, nous sommes utilisés. Mais ce que le soi-disant docteur oublie, c'est encore une mauvaise lecture. C'est une fausse perception qu'il a. Parce que être un acteur crédible ne fait pas de vous un objet utilisé. Nous ne sommes pas des pions. Mais j'ai dit là où la haine est, la raison fout le camp. Voyez-vous, de la même manière que les autres pays se sont choisi leur stratégie de développement et de protection, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, regardez, je vais vous donner un seul exemple, cher soi-disant docteur. Les pays que vous dites souverains, là, chaque 3 mois, c'est à Alassane Ouattara qu'on vient demander la stratégie militaire, la stabilité politique, la discipline institutionnelle et la vision sous-régionale, là. C'est à Alassane Ouattara qu'on vient demander, et c'est l'ONU qui vient lui demander qu'est-ce qu'on fait pour ces pays-là. C'est Alassane Ouattara qui décide pour ces pays de l'AES. Toi, avec ton doctorat, si tu n'es pas capable d'être informé, c'est que ton doctorat, c'est un doctorat périmé. Un doctorat qui ne te permet pas de connaître la géostratégie, la géopolitique. Un doctorat qui ne te permet même pas d'aller écouter, d'allumer la télévision pour écouter les informations. C'est que c'est vraiment grave pour toi. Donc, ce qu'il faut savoir, quand tu deviens un acteur crédible, parce que tu as pu mettre tous les moyens de la stabilité politique dans ton pays, comme ce qu'Alassane Ouattara a fait, quand tu as pu mettre la discipline dans tes institutions, et que aujourd'hui nous voyons, quand on entend ce que les grandes institutions disent, que le gouvernement d'Alassane Ouattara fonctionne avec une vision là, ça fait que les gens viennent vers toi. Parce que tu deviens une nécessité, tu deviens un objet à partir duquel, puisque tu inspires la confiance, tu inspires la stabilité, et tu es quelqu'un qui a de la vision, tu deviens un partenaire. Être un partenaire, c'est un acte de crédibilité, de confiance, et non être un objet, un pion. Si tu ne savais pas ça, avec ton gros doctorat, mais qui ne sert à rien là, on va te dire ça aujourd'hui. Et si tu vois que des gens comme toi et les opposants ivoiriens, vous faites preuve de vacuité intellectuelle quand il s'agit des débats en Côte d'Ivoire là, vous représentez le vide absolu. Vous êtes inutile à la Côte d'Ivoire avec vos faux diplômes, vos gros faux diplômes là.
Vous ne servez rien dans le débat ivoirien là. C'est parce que, 1, la haine vous a aveuglé. 2, les études que vous aviez faites là ne servent à rien dans la réalité. Mais en plus encore, c'est parce que l'État a su prendre les décisions qu'il fallait. Et ces décisions-là viennent montrer aujourd'hui que vous êtes dans un vide stratégique et donc vous ne pouvez que digresser, bavarder. Mais ça ne nous intéresse pas. L'État joue son rôle régalien et c'est ça le plus important. Et donc, le 7e argument que nous allons vous donner, 2030 ne se joue pas contre la Côte d'Ivoire, mais avec elle. Vous êtes venus, vous voyez, non, en 2030, on aura des problèmes, si c'est comme ça là, faut te calmer. Tu n'es pas plus soucieux de l'avenir de la Côte d'Ivoire que quiconque. Tu n'es pas le seul qui vit en Côte d'Ivoire. Et vu déjà que vous ne proposez rien à la Côte d'Ivoire, cela nous permet de dire que vous n'êtes pas en droit de vous inquiéter. Quand des gens ont payé leur diplôme et qu'aujourd'hui veulent venir se la jouer, des gens comme nous vont venir montrer le vide absolu que vous représentez. La honte des intellectuels que vous êtes. On va vous présenter ça. Et donc quelqu'un qui ne propose rien, quelqu'un qui n'aide pas, quelqu'un qui se dit intellectuel, mais qui ne propose rien, qui est dans la critique basée sur la haine et sur la paresse intellectuelle, ce n'est pas à cette personne-là de s'inquiéter pour l'avenir de la Côte d'Ivoire en 2030. Parce que ceux qui décident, ceux qui sont en train de chaque jour faire un travail pour augmenter la capacité sécuritaire, pour augmenter l'économie de la Côte d'Ivoire, eux savent déjà qu'en 2030, là, la Côte d'Ivoire sera un État, sous la dirigeance du président Ouattara, la Côte d'Ivoire sera un État encore plus stable qu'il n'est là aujourd'hui. Mais pour arriver en 2030, là, c'est aujourd'hui en 2025, là, qu'il faut prendre les bonnes décisions. Là où vous êtes frappé de paresse, d'inefficacité et de vacuité intellectuelle, là, où vous avez un trou noir intellectuel, là, c'est en 2025, là, nous on prend les décisions et les bonnes décisions qu'on prend là, ça va nous faire rentrer dans l'an 2030. Donc nous on n'est pas inquiets pour notre avenir, hein. Nous on n'est pas inquiets pour la Côte d'Ivoire, hein. Parce que c'est en 2025 là, que nous on prépare 2030. Mais ce que vous refusez d'admettre, c'est que la Côte d'Ivoire s'y prépare en tant qu'un État, pas en tant qu'une faction. Alliés, langage diplomatique, capacité sécuritaire, ce sont les outils d'un État, pas des slogans de partisans. Et tu vas me demander encore, mais comment nous on fait? Mais c'est très simple. Nous devenons aujourd'hui des partenaires dans un monde où le droit international doit rester. Nous ne partons pas à la rencontre du monde comme une nation isolée, mais comme un État organisé. Un État qui a des alliés. Un État qui a un langage diplomatique. Un État qui a la capacité de dire vous pouvez compter sur nous en matière de sécurité dans le monde. Ce ne sont pas des slogans. Ce sont des choses que vous voyez tous les jours. Est-ce que les forces de la Côte d'Ivoire ne sont pas demandées pour maintenir la paix dans le monde? Est-ce qu'aujourd'hui, là, nous ne sommes pas membres non permanents des Nations Unies? Est-ce qu'aujourd'hui, là, nous, on a au moins combien? Nous, on collabore avec tous les grands États de ce monde-là. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir des alliés? Est-ce que c'est pas mieux d'être dans la diplomatie internationale? Est-ce que c'est pas mieux d'être un acteur de la sécurité mondiale? Et ça, là, c'est un État qui peut faire ça. Et c'est cet État-là que la Côte d'Ivoire représente. Et c'est avec ce modèle-là que nous allons devenir des partenaires dans le monde libre en 2030. Et donc, en conclusion, cher docteur Nguessan, on peut critiquer un gouvernement, on peut contester un parti, mais on ne peut pas confisquer la sécurité au nom d'une animosité politique. Donc, c'est bien beau quand tu viens parler. Ceux qui ne comprennent pas, ou bien ceux que vous voulez tromper, ils vont se laisser aller dans le discours facile. Mais ça ne prospère pas avec nous. Et on va vous dégommer avec les arguments les plus implacables. C'est ton droit, et tu peux le faire comme bon te semble, de critiquer le gouvernement. Tu peux ne pas aimer le RHDP, tu peux ne pas aimer le docteur président Alassane Ouattara. Nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Mais tu ne pourras pas empêcher que notre sécurité nationale soit améliorée. Vous et vos partis là, vous aviez dirigé la Côte d'Ivoire dans le désordre, dans l'incapacité d'assurer la sécurité des Ivoiriens. Mais nous, ce n'est pas notre cas. Depuis 2011 là,
tout le monde sait que l'État joue son rôle de protéger les citoyens, de protéger les biens et de protéger le territoire. Ça, c'est quelque chose que tout le monde voit. Donc, vous pouvez ne pas aimer le RHDP. Mais sachez une chose, votre animosité contre le RHDP et ses dirigeants ne va pas être en soi un élément qui va invalider notre sécurité. À force de voir le RHDP partout, vous finissez par ne plus voir la Côte d'Ivoire. Tellement vous vous faites aveugler par la haine politique, l'animosité, et que vous voyez le RHDP partout là. Vous oubliez que même le RHDP là est sous les ordres de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc c'est ce qui ne vous plaît pas. Parce qu'en réalité, ceux qui sont les dirigeants de ce pays là, Alassane Ouattara et ceux qui viennent du Nord là, c'est cette haine cachée là qui vous fatigue. Sinon il n'y a rien d'autre. Toutes ces analyses bidons là, c'est en réalité la haine tribale. C'est tout. Sinon, tout français qu'on est en train de dire, c'est perdre du temps. Et c'est là précisément que votre analyse cesse d'être stratégique pour devenir idéologique. Quand tu veux défendre, de la même manière que tu n'aimes pas le RHDP là, tu es libre de défendre les idéologies des opposants. Il faut le faire précisément et clairement. Mais ne le mélange pas avec des sujets sécuritaires, des sujets d'ordre d'intérêt national pour essayer de tromper les gens. Ce n'est pas de l'analyse stratégique, mais c'est plutôt des analyses idéologiques, des analyses pour invalider un État, pour faire plaisir à l'opposition. Et ça, ce n'est pas sérieux. Parce que depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, on n'a jamais confié la défense du territoire à un parti politique. Depuis 1960, là, ce n'était pas le PDCI qui protégeait la Côte d'Ivoire, c'était l'État de Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, c'était pas le FPI qui protégeait la Côte d'Ivoire, c'était l'État de Côte d'Ivoire. C'est de cette même manière quand Alassane Ouattara prend le pouvoir en 2011, là, c'est pas le RDR, RHDP qui protège les Ivoiriens, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, elle appartient à la République. La sécurité, là, c'est une question de la République. Et c'est l'État qui est l'incarnation qui fait cette sécurité. Je pense qu'en te donnant les choses aussi clairement et aussi simplement, tu vas te questionner sur le sens de ton diplôme et tu vas apprendre à devenir un peu courageux en termes de réflexion. Sujet numéro 4. Le boycott électoral partisan, un syndrome autocratique en démocratie pluraliste. Tout dernièrement, vous avez vu un Sébastien Dano-Djedje sortir, menacer, boycotter. C'est devenu leur habitude. Hein? Voilà, donc ça ne surprend plus personne. Officiellement, le PPACI dit qu'ils n'iront pas aux élections. C'est encore... C'est leur marque de fabrique. Qu'est-ce que vous voulez? En démocratie aussi, chacun est libre de faire le choix qu'il veut. Mais quand un parti devient ce parti-là même qui sabote les élections, c'est d'abord un syndrome de dictature, d'autocratie. C'est la démonstration que ce parti est un parti de dictature. C'est-à-dire que quand eux, leurs dirigeants ne veulent pas quelque chose là, c'est toute la machine politique qui doit s'arrêter. Un parti qui fait du boycott une arme politique, dans un régime de démocratie pluraliste, s'exclut du jeu démocratique et en refuse délibérément les règles. Mais quand tu dis je boycotte les élections là, c'est bien beau, c'est ton droit, il n'y a pas de problème. Mais en boycottant le jeu pour dire je ne veux pas participer, tu refuses de reconnaître les règles de la démocratie. Et c'est là que les choses commencent à être intéressantes. Parce que je ne veux pas participer aux élections. Il n'y a pas de problème, c'est ton choix. Mais, ce que beaucoup ne voient pas, c'est que je dis aussi, je n'accepte pas les règles du jeu démocratique. Et ça, c'est dangereux. Parce que qu'est-ce qui est caché derrière, je ne veux pas accepter les règles démocratiques? Qu'est-ce qui est caché derrière? Ce qui est caché derrière, c'est le syndrome de l'autocratie. En réalité, là, c'est le syndrome de la dictature. Ce syndrome autocratique qui laisse le devoir démocratique d'opposition soulève la question de la légitimité et de la représentativité sociale démocratique de ce parti. Est-ce que toi, en tant que chef de parti, quand tu dis « nous, on ne va pas participer là », le « nous » là, est-ce que c'est toi, ta décision? Ou bien, ceux qui croient en vous, en tant que vos militants là, est-ce que c'est la décision des militants? Est-ce que pour une question d'élection là, est-ce que
c'est la voix des militants qui doit compter ou bien c'est la voix du leader qui doit compter? Parce que quand le leader se lève et puis dit, nous on va pas aller là, ton nous là, ça condamne en même temps tous ceux qui sont tes militants. Or, tes militants n'ont pas dit qu'ils ne veulent pas aller voter. Et c'est là qu'on voit donc que c'est le syndrome de la dictature. C'est-à-dire, un individu prend une décision et il impose au groupe. Mais c'est ça qu'on appelle la dictature, l'autocratie. Or, la démocratie dit, c'est qu'on doit permettre au groupe, à l'ensemble de décider et d'imposer ça au chef. Quand il y a une décision à prendre là, on demande au groupe, qu'est-ce que vous en pensez? Et cette décision-là, le chef est tenu de l'appliquer. Et là maintenant, vous comprenez très bien le plan et le jeu politique maintenant dans lequel le PPACI est. Le propre d'un parti autocratique est de contrôler le peuple, d'en user comme une ressource politique dans le contrôle du pouvoir et de lui imposer péremptoirement à cet effet des mots d'ordre d'appareil. La caractéristique, ce qui fait qu'on dit qu'un parti est un parti de dictature, un parti autocratique, c'est que leur volonté là, c'est toujours de vouloir imposer une feuille de route au peuple. Ah, on va faire des marches, on va lancer mot d'ordre, on va faire ceci. Toujours, qu'est-ce que vous constatez? C'est une seule personne qui prend les décisions pour tout le monde. C'est ça qu'on appelle l'autocratie, c'est ça qu'on appelle la dictature, c'est ça qu'on appelle la tyrannie, c'est ça. Quand une personne ou même un groupe de personnes prennent des décisions pour des milliers de personnes, en réalité, qu'est-ce qu'on constate? C'est une personne qui utilise le groupe comme un objet. Et l'individu impose ses désirs à ce groupe qu'il possède. Donc en réalité, c'est comme maintenant s'il prenait le contrôle de plusieurs individus. Est-ce que c'est ça la démocratie? Non. Et donc si ce n'est pas ça la démocratie, c'est donc la dictature. Et donc quelqu'un qui est dans une telle attitude, est-ce que cette attitude est compatible à la démocratie? Est-ce qu'on peut être un autocrate, un dictateur, un tyran, un potentat et dire en même temps qu'on est démocrate? Donc vous voyez que la fourberie des uns et des autres, nous comprenons et nous mettons ça à jour pour que vous compreniez. Comme habitus culturel prépondant d'un parti, le boycott politique en sa forme passive ou active porte atteinte à la souveraineté du peuple, à la liberté du vote et lèse en premier lieu le droit civique de l'électorat que ce parti prétend représenter. C'est quoi un parti politique? Un parti politique, c'est une organisation qui dit qu'elle représente les intérêts d'un groupe de la population. Maintenant, les intérêts des personnes que vous représentez là, si vous décidez que bon, ces personnes-là ne vont pas aller voter, si vous prenez cette décision-là, est-ce que vous pouvez venir nous dire que le peuple est souverain? Est-ce que vous pouvez nous dire que vos militants sont souverains? Si vous dites, nous on n'est pas contents, donc nos militants là, on va leur dire de ne pas aller voter. Donc, vous leur arrachez la liberté de voter. Si vous là, le petit groupe politique là, si vous n'êtes pas content là, et que vous dites à vos militants, n'allez pas voter là, vous leur dites, le droit civique qui vous est accordé d'être des électeurs là, nous vous retirons ce droit. Prenez un parti politique qui ne respecte pas la souveraineté de ses militants. Prenez un parti politique qui retire à ses propres militants la liberté de voter. Prenez un parti politique qui retire à ses militants les droits civiques de l'électorat. C'est quel type de parti? Et ça se fait appeler parti des peuples africains. Alors que ce peuple, vous l'avez dépossédé de sa souveraineté. Vous l'avez dépossédé de sa capacité d'aller voter librement. Vous l'avez dépossédé de son droit civique d'être des électeurs. Et c'est ça le PPACI. Et c'est ce qu'on appellera ici l'incohérence absolue. Son usage atteste d'une ignorance et d'un rejet délibéré des principes et réquisites élémentaires du régime de démocratie pluraliste représentative. Or, jusqu'à preuve du contraire, la Côte d'Ivoire en est une. Bon, la Côte d'Ivoire que vous voyez là-haut, nous là, c'est le système démocratique. On organise les votes, tout ce qu'on fait là. Que la démocratie soit bien ou mauvaise,
En tout cas, on fonctionne selon le modèle démocratique. On organise des élections, le peuple va s'exprimer. Mais si un parti, alors qu'il y a un système qui est là pour représenter chaque parti des Ivoiriens qui doivent s'exprimer, mais s'il y a un parti qui dit, nous on est là pour saboter seulement, nous on est là pour contester, est-ce que ce parti-là mérite de vivre dans un environnement démocratique pluraliste? C'est la question que chacun doit se poser. La reconnaissance constitutionnelle de l'opposition politique et l'activité de cette dernière sur le terrain, la liberté de publication de ces journaux sont les preuves factuelles patentes de la nature démocratique et pluraliste du régime politique ivoirien. Mais notre démocratie ne se manifeste pas simplement à dire aux gens allez voter. Non, non, non. Le fait qu'il y ait plusieurs journaux, le fait que chacun dit ce qu'il pense, le fait que sur le terrain, les gens peuvent montrer les preuves, les gens peuvent critiquer le gouvernement, les gens peuvent utiliser des preuves factuelles pour dire ce qu'ils ont envie de dire. C'est tout ça aussi la démocratie. Mais en niant la démocratie, en niant ce droit à leur propre population électorale et à leurs partisans, est-ce que le PPACI est un parti qui peut accepter la liberté de publication des journaux? Est-ce que le PPACI peut accepter la liberté de penser? En tout cas, le même PPACI qui est honteusement devenu, qui était honteusement le FPI, LMP, vous comprenez donc que c'est un parti de dictateurs, c'est un parti de potentats, c'est un parti de tyrans, parce que lorsqu'ils étaient au pouvoir, les journaux étaient brûlés, les journalistes étaient assassinés, tous les opposants étaient bâillonnés, et le meurtre des opposants politiques était leur sport favori. Et aujourd'hui, qui n'ont plus cette capacité de faire cela, ils se sont retournés contre leurs propres militants en 2025. Et qu'est-ce qu'ils font à leurs propres militants? Dans le parti, c'est la confusion parce que les militants ne doivent pas parler. C'est la confusion parce que les militants ne doivent pas décider pour eux-mêmes. C'est la confusion parce que eux disent aux militants, ne votez pas pour vous choisir vos dirigeants. Allez contre vos intérêts, c'est ce que nous vous avons demandé. Tant mieux. Mais sachez que c'est une poche de dictature. À la suite des législatives de 2025, pourrait être légitimement posée la question en Côte d'Ivoire de la suppression pure et simple de ce parti qui s'étant spécialisé dans le boycott électoral s'est marginalisé au-delà même des limites des partis extrémistes. Ce d'autant plus que ce parti semble agir dans une logique de contestation insurrectionnelle du régime de démocratie pluraliste parlementaire. Et donc, après les élections du 27 décembre 2025, il sera nécessaire de se poser la question, quelle est l'utilité d'un parti qui est une poche de contestation, une poche d'insurrection dans un régime de démocratie? Un parti extrémiste qui se marginalise volontairement pour être dans la violence, pour être dans la contestation et pour être dans l'insurrection permanente. Est-ce que ce parti mérite d'exister sur la scène politique ivoirienne? Est-ce qu'il ne serait pas temps de carrément délégitimer, de carrément supprimer de manière pure et simple ce parti politique, le PPACI, pour que les Ivoiriens et leurs militants qui sont pris en otage, on puisse leur donner l'alternative d'aller dans d'autres partis où ils peuvent au moins voter, où ils peuvent au moins s'exprimer, où au moins ils auront l'occasion de pouvoir donner des avis contraires. C'est aujourd'hui ce que nous demandons et que nous proposons. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci de nous faire confiance. On va lire l'édito de Mère Blanc et rapidement, dès qu'on a fini, on va vous laisser la parole pour quelques temps et fermer le direct. Bonjour éclaireur pour vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur pour vérité. Bon à savoir, certains parmi nous le savent déjà, mais bon, comme on le dit, la répétition est une vertu pédagogique. En fait, le député Sidiki Konaté est inconsolable depuis qu'il a perdu le titre de candidat mandaté par le RHDP. Je l'ai entendu ce matin encore se poser des questions qui pourtant ont une réponse très claire. Un député qui a été élu une fois
ou même 2 fois ne l'est pas à vie. Il est appelé à céder à un certain moment son siège à d'autres personnes qui aspirent à servir le pays. Servir son pays, voilà le nœud gorgien. Et si chaque député ne roulait que pour lui-même, et si le député ignorait le pourquoi de sa présence dans l'hémicycle, tenez, j'ai trouvé cet article d'Élisée Bouloube et les bras m'en sont tombés. Ce n'est qu'un rappel pour certains, je le précise, car mon fils éclaireur pour vérité a déjà abordé cette question. Quelle est-elle? En dehors des avantages, un député touche plus ou moins 3 millions par mois. Et les avantages sont une assurance maladie à 100% pour lui, son épouse et ses enfants. Il lui est attribué une enveloppe annuelle de 9 millions liée à sa participation aux sessions parlementaires. Mon œil, quand on sait le silence qui prévaut dans l'hémicycle, le député peut se faire livrer une voiture de n'importe quelle provenance dans le monde sans frais. Je vous dis bien, sans bourse déliée. À la fin de son mandat, le député jouit encore d'un semestre de l'intégralité de son salaire de député. Quand arrive l'heure de la retraite, 55 ans, il bénéficie de la fameuse rente viagère. Cette mesure assassine d'1 million de nos francs par mois jusqu'à sa mort. 1 million de nos francs à vie. Voyez-vous, ceci explique cela. Un si petit pays, pour de si grandes générosités, pour des personnes déjà nanties, je vous laisse apprécier. Mais, allons seulement. Merci infiniment à Mère Blanc, qui vient encore rappeler de manière très claire pourquoi certains sont députés. Ce n'est pas parce qu'ils sont frappés par un amour du pays, à tel point que s'ils ne servent pas la Côte d'Ivoire, eux-mêmes ne seront pas à l'aise. S'ils vous disent ça, ils vous mentent. En réalité, approximativement un député est payé à 3 400 000 francs CFA. Or, le salaire minimum est de 75 000 francs CFA. Quand vous faites 3 400 divisé par 75 000, ça fait pratiquement 45,33. Ça veut dire c'est 45 fois le SMIC qu'ils reçoivent dans un pays pauvre. En plus de cela, quand ils participent, le simple fait d'aller à l'Assemblée nationale, là, quand ils participent là, on leur donne pratiquement 9 millions chaque année gratuitement. En plus de cela, là, sur l'argent des Ivoiriens, là, eux, avec leur famille, sont soignés gratuitement. En plus de cela, ils peuvent faire rentrer des véhicules. Et on a même vu des scandales ici où des députés sont devenus des vendeurs de véhicules parce qu'ils font rentrer sans frais de taxes et autres. Ils sont devenus des vendeurs de véhicules. Il y a eu ce scandale en Côte d'Ivoire ici. Et tout ça, ce qui est intéressant, quand ils vont atteindre l'âge de 55 ans, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre eux déjà, il y a encore une chose qui est très intéressante qui les attend, la rente viagère. Et cette rente viagère-là, elle est énorme. Et ça fait même, c'est même plus intéressant d'être politicien que d'être avocat, juge ou magistrat. Parce que même n'étant plus député, vous êtes mieux payé qu'un médecin. Vous êtes mieux payé qu'un enseignant d'université. Vous êtes mieux payé qu'un magistrat en activité. Vous êtes mieux payé que un soldat de haut rang de l'armée qui donne chaque jour sa vie. Et c'est justement ces points-là qui attirent ces gens à aller dans la politique. Parce que si vous demandez à ces personnes qu'est-ce que vous aviez fait et qui a arrangé les Ivoiriens, ils vous disent, ben bof, on n'a rien fait parce qu'on s'en fout. Mais on est là d'abord pour nous arranger nous-mêmes. On est là pour nous engraisser, pour assurer notre destin. Le reste, ça peut attendre.
Comme quoi, vous les Ivoiriens, vous n'avez rien. Mais c'est sur vos argents d'impôt. C'est vous, votre argent d'impôt. C'est-à-dire que même quand eux ne sont plus dans la politique, c'est vous qui les nourrissez. C'est vous qui les soignez. Et c'est vous qui vous occupez d'eux. Est-ce que ce n'est pas un modèle honteux? Est-ce que ce n'est pas un modèle dangereux pour un petit pays pauvre? Est-ce que ce n'est pas ça qui rend nos pays pauvres? Quand on prend de l'argent, des millions qu'on distribue gratuitement à des gens qui n'ont jamais servi le pays quand ils étaient là, et une fois qu'ils ne sont plus là, on doit continuer à faire d'eux des rois et des princes. Voilà le danger. C'est ça qui explique pourquoi nos pays vont développer, demeurer des pays sous-développés. Et c'est très dangereux. Et puis, qui vous a dit que être député là, ça doit être un titre à vie? Avant vous là, il y a eu des députés. Après vous, il y en aura. Le monde là, il faut savoir laisser chaque chose à son temps. Il faut savoir accepter que tout passe. Tout n'est qu'une question de temps. Mais mieux, quand on n'a pas bénéficié de la caution du RHDP, je ne savais pas que ça faisait si mal. C'est en 2025 que j'ai su que quand quelqu'un n'a pas eu la caution du parti, que j'ai su que ça fait mal. Donc quand le parti ne te choisit pas là, ça fait mal? Waouh, je ne savais pas que ça faisait si mal. Mais c'est ça aussi la vie. Le nombre des députés, c'est 255. On ne pouvait pas choisir au-delà de 255. Donc là, tous les militants et tous ceux qui étaient désireux ne pouvaient pas être des candidats. Et ne pas être capable de comprendre cela, c'est soit faire preuve d'arrogance, ou bien soit faire preuve de méchanceté. C'est moi ou personne. Et ce n'est pas bon. Surtout que c'est une nation que nous sommes en train de construire. Les autres qu'on néglige là, ils ne sont pas bêtes. Les autres qu'on pense qu'on est supérieur à. On pense qu'on est député, on mérite le meilleur. Et donc on voit les autres avec mépris. C'est pas bon. Parce que si vous vous mettez dans ce conditionnement mental, le jour que vous allez tomber là, la chute devient fracassante. Vous allez parler seul, mais vous n'allez pas savoir pourquoi. Dans la vie là, faut être un peu stoïcien. Faut pas trop t'accrocher. Sinon, quand la chute arrive, elle est tellement fracassante que faut finir, vous allez vous-même vous parler à vous-même à haute voix, mais sans vous en rendre compte. Soyons modérés et soyons logiques et comprenons que tout est dans le temps et que tout est éphémère. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci. Merci à ceux qui nous ont fait confiance. C'est la semaine, on est très pris. On ne pourra pas donner plus de 5 minutes à ceux qui voudraient prendre la parole. Donc, on va attendre jusqu'à la 13e minute. S'il y a quelqu'un qui souhaite dire quelque chose, signalez-vous rapidement. Et dès que nous allons atteindre la 13e minute, tous ceux qui vont se présenter, on ne pourra pas vous prendre. Parce que nous aussi, on doit aller chercher le pain quotidien. On a nos activités à aller défendre. Donc, ceux qui veulent réellement prendre la parole, signalez-vous avant la 13e minute. Une fois la 13e minute passée, on ne pourra plus vous prendre. Et on ne pourra plus aussi venir en arrière parce que ça va mélanger notre temps. Quand on est en semaine, ce n'est pas facile. Et il y a Sundiata déjà qui a laissé un préenregistré. Donc, il sera considéré comme la première personne. Et si d'aventure, il n'y a personne, on va directement lire son préenregistré et je vais faire directement la conclusion pour finir avec l'émission. Et donc, je tiens encore à dire merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Et c'est avec beaucoup de joie qu'on a pu vous présenter ce que nous avons pu. Et continuez de vous ouvrir l'esprit. Continuez de rechercher à aller vers ce qui peut vous rendre plus grand. Et ne laissez personne décider à votre place. Soyez autonome. Soyez maître de vos pensées. Et ne laissez personne vous distraire. C'est ça, la capacité d'être un être libre pensant. Et un être qui décide lui-même de ses propres choix. Et donc, nous n'aurons personne aujourd'hui, autre que Sundiata le concurrent. On ne prendra plus personne. S'il vous plaît, n'appelez plus et n'essayez plus. Sinon, ça va fausser tous nos programmes. Et donc, ce que nous allons faire, nous allons simplement faire jouer l'édito, le vocal de Sundiata. Et après, nous allons faire la conclusion. Bon.
bonjour ou bonsoir à tous. Comment vous allez? Moi, je vais très bien. Alors, je vous remercie. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui pour m'exprimer sur deux sujets. Ces temps-ci, si je me fais très rare à l'émission, c'est parce que j'ai des contraintes professionnelles. De deux, il y a aussi des déplacements que j'effectue. Et puis en troisième position, vous voyez qu'il y a la campagne électorale pour les législatives. Je suis en déplacement, donc c'est pas évident pour moi très souvent de pouvoir intervenir directement. Ceci étant, il est impératif de pouvoir venir sur quelques sujets. Le premier sujet, il concerne les élections législatives qui auront lieu le 27 décembre 2025. Il faut dire que en ce moment, la campagne est en cours. Tout ce que nous souhaitons, c'est de voter pour les candidats du parti, de voter pour les candidats RHDP. Mais à quelques heures, sinon quelques jours, il nous reste mercredi, jeudi c'est Noël, vendredi et puis samedi. Donc il nous reste un peu plus de 72 heures. Donc tout ce qu'on peut demander aux différents candidats, c'est d'accélérer le porte-à-porte. Tout ce qui reste à faire en ce moment, c'est d'aller vers les électeurs à travers le porte-à-porte. La meilleure solution, c'est de faire le porte-à-porte pour se rapprocher des électeurs. Donc nous recommandons vivement aux différents candidats de parcourir toutes les localités pour faire le porte-à-porte, pour faire sortir les électeurs, pour qu'ils puissent effectivement voter en leur faveur, surtout les candidats RHDP, le samedi 27 décembre 2025. Alors, le deuxième sujet, comme je vous ai dit, je suis en déplacement. Voilà. J'ai eu le temps de parcourir la nationale A3 et comme je l'ai toujours dit, la nationale A3 de Baki, Katiola, Nyakara, Ferki jusqu'à Wangorodougou, le trottoir est très petit. La largeur du trottoir est trop petite. Et ça ne rassure pas en termes de sécurité routière. La réalité, c'est que, en venant hier, moi-même, j'ai dû constater au moins 3 gros camions qui étaient en panne. Mais je vous assure, ces 3 gros camions en panne ont stationné carrément sur une bonne partie de la chaussée parce que la largeur du trottoir est trop petite. Ceci représente toujours une insécurité routière. Les routes doivent rassurer en termes de sécurité routière. Les routes sont là pour l'éternité. Nous autres, en tant qu'humains, nous sommes tous des passages, mais les routes resteront. Les routes peuvent se dégrader, mais une chose est sûre, ceux qui vivent sont amenés à les réhabiliter pour assurer la sécurité routière. Il est plus que jamais grand temps. Il est plus que jamais grand temps. Nous autres, nous ne pouvons que parler, interpeller. Il est plus que jamais grand temps de faire quelque chose. De faire quelque chose, ce serait tout simplement d'engager des travaux pour élargir le trottoir de sorte que la sécurité routière soit garantie. Un trottoir dont la largeur est trop petite est une source d'insécurité parce qu'à tout moment où des camions tombent en panne, ces camions viennent stationner sur la chaussée au lieu de stationner ou bien de s'arrêter sur le trottoir et ça ne rassure pas. Donc nous voulons plaider une fois de plus pour que la largeur du trottoir de Boaké jusqu'à Wangorodougou soit revue, mais il faut que cette largeur, non seulement après avoir été revue, il faut que le trottoir soit bitumé en bonne et due forme. Voici tout ce que nous souhaitons.
Et c'est si important pour la sécurité routière, c'est si important pour la libre circulation. Donc, nous plaidons énormément auprès des autorités compétentes pour que la largeur du trottoir de Boaké, en passant par Katiola, Nakara, Tafire, Ferke jusqu'à Wanglo, soit élargie. Mais il faut que le trottoir soit bitumé en bonne et due forme pour renforcer la sécurité routière. Je vous remercie. Merci infiniment à Souniata le conquérant. Merci encore de vous soucier du vécu de nos populations et merci de toujours interpeller sur ce que vous voyez et que vous rapportez avec beaucoup d'intelligence. Et vraiment, merci pour cette générosité. Mesdames et messieurs, c'est là que s'arrête le direct de ce jour. Nous vous disons merci. Merci de nous avoir fait confiance. Merci de toujours continuer à croire en la Côte d'Ivoire. Que la grâce et la bénédiction de Dieu demeurent en chacun. Excellente soirée et bien des choses à tous.